Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec un trio aujourd'hui composé de Jérôme Marty, médecin généraliste, et Sarah Salman, avocate, avec Stéphane Manigold, le restaurateur. On va évoquer maintenant la libération du petit Ethan en Israël avec Caroline Philippe, qui est l'envoyée spéciale d'RMC. Elle est sur place. Elle est devant l'hôpital Irlov de Tel Aviv. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Bonjour Caroline. Parce que Caroline, tu as pu rencontrer la tante du petit Ethan, 12 ans, donc relâché hier avec le groupe d'otages. Et elle a raconté, parce qu'Ethan s'est confié, à quoi ressemblait sa captivité. Oui, et c'était assez surprenant parce que jusqu'à présent, en fait, on avait des informations très parcellaires sur les conditions de captivité des otages, ce qu'ils avaient pu manger, qu'ils n'avaient pas le droit d'aller aux toilettes quand ils voulaient, par exemple, des choses sur leur quotidien. Mais là, c'est la première fois qu'on a des informations sur les horreurs que les otages ont pu subir là-bas aux mains du Hamas. Et là, elle nous a raconté ce que son neveu a subi de la part de ses geôliers pendant 52 jours, donc des membres du Hamas. C'est-à-dire ? Eh bien écoutez, je vous propose de l'écouter parce que c'est plus fort dans sa voix. Très honnêtement, ça nous a tous surpris. On était quelques journalistes, on n'était pas très nombreux à la rencontrer, Déborah, ce matin. Et c'est des paroles rapportées par sa sœur, donc la maman d'Ethan. Ma sœur m'a raconté que le Hamas, ISIS, les terroristes, l'ont obligé à voir le film d'horreur du 7 octobre. Le film que personne n'ose regarder, même pas une partie, rien du tout. Ils l'ont obligé à regarder. Elle m'a raconté que si un enfant pleurait là-bas, ils l'ont menacé avec une arme de se taire, d'arrêter de pleurer, qu'il ne faut pas pleurer. Et elle m'a raconté aussi qu'à l'arrivée à Gaza, quand ils l'ont kidnappé, il y a tous les civils là-bas, des civils, pas le Hamas qui l'ont tapé là-bas. Donc son état, je ne pense pas qu'il est terrible. Ah oui, effectivement. Aussi qu'elle était... Ouais, comment va-t-il du coup ? Écoutez, physiquement, il va bien, a priori, même si elle a trouvé qu'il était amaigri sur les images qu'elle a pu apercevoir de lui hier. Elle l'a trouvé vraiment amaigri, un peu fatigué, mais elle nous disait que voilà, c'était pas ce qui l'inquiétait le plus. Ce qui l'inquiète le plus, c'est évidemment son état psychologique, compte tenu de ce qu'on vient d'entendre. On imagine qu'il a vécu l'horreur. Il a que 12 ans, Ethan. Donc il va sûrement être pris en charge ici, dans l'hôpital où je me trouve, par des psychologues. Alors il a passé la nuit avec sa maman, on imagine, pour justement essayer de retrouver un petit peu de chaleur humaine, essayer de reprendre prise avec la réalité. Ethan, il faut savoir que son papa, il est toujours aux mains du Hamas. Il a été enlevé pas tout à fait au même moment que lui, donc il est toujours là-bas comme 4 autres ressortissants franco-israéliens. Voilà, donc aujourd'hui sa famille essaye de prendre soin de lui. On a rencontré Déborah quand elle arrivait, elle était avec ses enfants, elle a 4 enfants, Déborah, donc c'est les cousins et les cousines d'Ethan qui ne savaient pas là ce qu'on vient d'entendre. Ils ne savent pas ce qu'Ethan a vécu, mais ils allaient avec un ballon de baudruche en forme de cœur, un ballon de foot, essayer d'aller voir leurs cousins, retrouver l'insouciance de leur enfance ensemble. Et Déborah nous disait qu'elle avait qu'une hâte, c'était de prendre son neveu dans ses bras, de le serrer très fort, de lui faire des câlins, de lui dire qu'elle l'aimait tout simplement, comme on imagine toute famille aimerait serrer ses proches dans ses bras dans ces moments-là. Et juste, je voulais ajouter quelque chose, c'est que Déborah nous disait qu'elle a été dégoûtée par une chose, c'est les images de la libération. De voir son neveu avec des vêtements propres aux mains du Hamas qui le prenait dans ses bras, qui le saluait, etc. Elle me dit mais ça me dégoûte parce que c'est de la communication. Il faut savoir elle me disait ça, elle me dit ils ont gardé les mêmes vêtements pendant toute leur captivité, pendant 52 jours, et de voir qu'il lui avait mis des vêtements propres juste avant d'être libéré pour les images, ça c'est des choses qui lui restaient en travers de la gorge, quoi. Voilà. Mais Caroline, là, le petit garçon a été pris en charge à l'hôpital. Est-ce qu'on sait pendant combien de temps il va rester à l'hôpital alors ? Non, ça va dépendre de son état, de son envie aussi de rester ici. Est-ce qu'il veut rentrer à la maison ou est-ce qu'il préfère rester là ? Il est pris en charge psychologiquement et médicalement par des équipes ici qui font des examens, évidemment des examens sanguins, des tests urinaires, tout ce qu'il faut pour savoir s'il a des carences, par exemple, parce qu'ils n'ont pas vu la lumière du jour pendant 52 jours quand même. Ils n'ont pas mangé, évidemment, de manière équilibrée pendant toute cette période-là aussi. Donc il y a tout ça qui est à contrôler. Puis évidemment, installer un suivi avec des psychologues. Mais après, voilà, il y a des familles qui sont rentrées assez vite. Hein. Les gens qui ont été libérés vendredi soir, par exemple, il y en a certains qui sont rentrés dès le lendemain avec leurs enfants à la maison parce que tout simplement, ils estimaient qu'il fallait retrouver leurs repères. C'est des choses que des psychiatres ici nous ont beaucoup expliquées. Après une captivité comme ça, l'important, c'est de retrouver ses repères. Sauf que dans certains kibboutz,
qui ont été détruits, il n'y a plus possibilité de rentrer à la maison. Donc c'est le double traumatisme qu'il faut essayer de compenser, qui n'est pas forcément évident. C'est des gens qui n'ont plus de maison, qui ont perdu pour la plupart une partie de leur famille, qui n'ont plus d'école. Donc vous voyez, normalement, après une captivité, c'est des choses qu'on essaye de remettre en place très rapidement. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais Caroline, combien d'otages français restent encore retenus par le Hamas ou d'autres groupes ? Alors il reste 5 otages franco-israéliens. Il reste les 2 pères des otages, des enfants qui ont été libérés hier soir. Donc il y a le papa d'Ethan et il y a le papa des enfants Calderon qui restent encore aux mains du Hamas. Alors eux, évidemment, on ne sait pas trop quand est-ce qu'ils vont être libérés parce que la trêve, a priori, ce seront à nouveau des femmes, des enfants et des personnes plus fragiles, des personnes âgées, on l'imagine, qui vont être libérées là, dans les 2 prochaines vagues de libération. Donc c'est vrai que les papas, là, on imagine que ça ne sera pas forcément eux, les prochains. Et puis il reste Mia Shem qui a été enlevée, vous savez, lors de ce festival de musique qui avait lieu le 7 octobre. Elle, on a une preuve de vie, puisqu'il y a une vidéo, vous savez, au début de sa captivité qui a été diffusée par le Hamas. Donc on sait qu'elle a été vivante à un moment. On ne sait pas comment elle va aujourd'hui, puisqu'elle elle a été opérée là-bas. Donc on ne sait pas quel est son état de santé. On ne sait pas non plus si cet état de santé peut jouer, entre gros guillemets, en sa faveur, puisque si elle est dans un état fragile, est-ce qu'elle peut faire, par exemple, partie des prochains ? On n'en sait rien, mais voilà, ce sont les 5 franco-israéliens qui sont toujours là-bas. Est-ce qu'on sait, est-ce que l'info est bonne ou pas, on ne sait pas, mais c'est le Hamas qui le dit. En fait, le Hamas n'a pas tous les otages. Le Hamas a confié des otages à d'autres groupes, et donc ça complexifie forcément la situation. Et c'est ce qui bruisse ici, ce sont les rumeurs qui bruissent ici en effet, c'est qu'on n'en a aucune certitude, ça reste un groupe terroriste qui nous donne des informations qu'il est difficile de vérifier évidemment, donc tout ça est à prendre avec beaucoup de pincettes, mais en effet, c'est vrai qu'on attend notamment encore des enfants, je ne sais pas si vous avez en tête, c'est le plus jeune otage, c'est le bébé exactement, le bébé qui ici marque toute la société israélienne. Tous les matins, les Israéliens demandent, alors ils l'appellent comme ça, c'est pas du tout péjoratif dans leur bouche, mais est-ce que les roues, parce que ce sont 2 petits enfants rouquins, est-ce que les roues sont sortis ? C'est vraiment la question qui est sur toutes les lèvres ici, parce que c'est devenu un symbole. Et les Israéliens se demandent même si, parce que c'est devenu un symbole, le Hamas ne fait pas en sorte de les retenir. Alors voilà, c'est cette question. Est-ce que c'est en effet une opération de retenue parce que c'est devenu un symbole médiatique ici, ou est-ce qu'en effet ils sont aux mains d'autres organisations, d'autres groupes ? On ne sait pas. Voilà, il faut rester très prudent. Merci Caroline Philippe en direct de Tel Aviv pour ce témoignage exclusif de l'attente du petit Ethan. Il a 12 ans, il a été libéré donc sur ce qui ont été ses conditions de détention. Terrible de lui montrer comme ça les vidéos des exactions et de le menacer en lui disant maintenant t'arrêtes de pleurer, sinon on te met une balle quoi. Moi, je n'oublie pas 3 choses. C'est que nous sommes aujourd'hui à la 50e journée de captivité de l'ensemble des otages qui ne sont toujours pas libres. Et que le Hamas est un groupe terroriste et qui montre à quel point ce sont des chiens qu'il faut éradiquer. Éradiquer. Il n'y a pas d'autre choix. Qu'est-ce que tu veux construire la paix avec des gens comme ça ? Qu'est-ce que tu veux demain imaginer construire la paix avec des barbares qui montrent et qui instrumentalisent des gamins de 12 ans, qui retiennent des enfants, qui les terrorisent et qui, sous couvert d'une bonne conscience vis-à-vis de l'opinion publique, fait de la com en rhabillant ces enfants pour leur donner un semblant de propreté, en montrant aux yeux du monde... En fait. En montrant aux yeux du monde, regardez, on les traite bien, ce sont des otages. Ce sont des chiens qui ont torturé 1400 civils et tué 1400 civils le 7 octobre. Mais ce qui est intéressant, c'est que à montrer, c'est que le Hamas, finalement, a la main, là. C'est le maître des horloges, le Hamas. C'est lui qui décide ou non de libérer. Et finalement, il se donne le beau rôle. Et il fait même preuve... mal à la mer, il fait comme s'il faisait preuve d'humanité en rendant des enfants à leurs parents. C'est très, très pernicieux, ce qui se passe. Donc là, le témoignage de la tante d'Ethan est intéressant parce qu'elle rappelle ce qu'est le Hamas. Parce qu'on pourrait dire, finalement, le Hamas, regardez ces images, ils tiennent les enfants dans leurs bras, ils les rendent aux parents, ils libèrent les enfants, les personnes âgées, donc quand même, ils ne sont pas si terribles que ça. Ça reste un groupe de résistants. Et voilà. Et donc, en fait, il y a quand même toute une communication, parce que c'est une guerre de communication, des 2 côtés d'ailleurs, du côté de Tsahal comme du côté du Hamas. Mais là, ce témoignage est important pour ça, pour rappeler ce qu'est précisément ce mouvement terroriste. Ce qui était intéressant l'autre jour, pendant des vidéos justement de tournage de Libération, c'est qu'à un moment, il y avait une captation sonore. Et on entendait les gens du Hamas qui étaient en arrière-plan dire « continue de dire au revoir, continue de sourire », etc. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier on est que dans la manipulation. C'est une
mise en scène Oui. totale. Une mise en scène totale, quoi. Jérôme Marty. Non, mais ce témoignage, il montre encore une fois, où il renforce l'urgence à agir, quoi, parce qu'on sait maintenant les conditions dans lesquelles ils sont détenus. On sait ce qu'on leur fait faire. Le traumatisme du gosse qui a 12 ans, il est à vie, là. Il s'en remettra probablement jamais. Il va garder les séquelles de ça. Je veux dire, c'est pire que tout ce qui s'est passé. On est dans l'inhumanité la plus totale, quoi. La plus totale. Alors, c'est même pas. Quand tu dis ce sont des chiens, je veux dire, je dirais même pas ça, moi. C'est pas des humains, quoi. Je veux dire, à un moment, quand on fait ça. c'est des humains. Non, mais c'est toute la. C'est le truc le plus vil, le plus dégueulasse qu'on puisse imaginer, si tu veux. Donc, il faut vraiment qu'on y mette un terme à ça. Et il n'y a aucune espèce d'excuse ni de pitié à avoir vis-à-vis de ces terroristes, quoi. Aucune. Sarah, tu étais très émue à l'écoute du témoignage. Très, très émue d'entendre ça. Et je peux même pas parler. Je suis désolée. Moi, c'est. Ouais, et de toute façon, c'est pour ça que le petit Ethan Non, mais quand on voit qu'il y a des dames qui ont là. survécu à la Shoah et qu'on les remet là, pour moi, c'est pas possible, en fait. C'est-à-dire que tu survis à la Shoah, c'est quand même. Je sais pas, pour moi, c'est inaudible et je pense que c'est qu'une partie de ce qu'on voit réellement, en fait. Mais je trouve ça effroyable, vraiment. C'est pour ça que là, les otages sont pris en main psychologiquement à l'hôpital, quel qu'il soit. Alors après, pour certains, pour des adultes, ils ont la capacité de s'en remettre peut-être, mais même pas, mais t'as le truc à Non, mais parce que ce que nous disait Caroline Philippe, c'est qu'ils ont retrouvé leur famille plus rapidement que ce qu'on croyait. Le père d'Ethan. Mais le père, il y a encore. Oui, il va y y avoir un travail terrible à faire pendant des années. Là, on parlait d'une femme qui a pris comme pseudo Esther. Esther, ça veut dire caché en hébreu, donc qui a pris ce pseudo pour témoigner, qui disait qu'elle avait été mutilée, violée, qui disait que de toute façon, de l'intérieur, elle est détruite. Ouais. Donc oui, il les libère. Il faut qu'ils soient tous libérés, mais au final, les séquelles sont peut-être irréversibles.